Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau 100% marché, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et boursière. Aujourd'hui m'accompagne Denis Lantoine, rédacteur en chef chez Investir. Bonjour. Et Laurent Albi, président de l'AFAT. Bonjour Mathieu, bonjour Denis, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, donc le bilan de la semaine. Denis nous parlera donc de l'Europe, des États-Unis et de l'euro-dollar. Et ensuite, nous analyserons les meilleures et moins bonnes performances dans les tops et les flops. Nous ferons un focus sur le salon du Bourget et nous terminerons l'émission par la rubrique à ne pas manquer, cette rubrique donc, qui vous donne les valeurs à suivre cette semaine. Nous commençons tout de suite avec la première rubrique, le bilan de la semaine. Alors, Denis, le CAC était en baisse la semaine passée. Oui, enfin, c'est encore une fois une petite baisse, hein, une semaine qui globalement n'est pas très enthousiasmante. C'est pas la première fois qu'on le dit avec Laurent, avec vous, Mathieu. Moins 0,69%. On a un marché français qui semble déjà en pause estivale, on va dire. Une pause estivale depuis quasiment le début de l'année, hein, à part quelques événements qu'on a attendus. Et en tout cas, un marché qui s'est contenté de prendre acte de la victoire donc, du parti d'Emmanuel Macron aux législatives. Quand on baisse d'ailleurs, c'est souvent sur une petite frayeur, qui se transforme en petite consolidation. C'était le cas par exemple avec les technos américaines, on en reparlera tout à l'heure, mais finalement on se reprend après par la suite parce qu'on a l'impression que finalement les boursiers ne veulent pas lâcher le marché. Il fallait être là depuis le début de l'année, se laisser porter tranquillement par la vague, en faisant attention effectivement quand même à ces événements importants, hein, des élections notamment, mais en tout cas celui qui était là depuis le début de l'année, il a déjà gagné 10% et c'est quand même pas mal finalement avant la pause estivale, avant donc cet été qui se profile. Merci Denis. Laurent, le CAC a légèrement rebondi en fin de semaine. Est-ce que la hausse va continuer? Est-ce que la tendance va s'inverser? Alors, plusieurs choses à souligner sur le CAC. Tout d'abord, il est en retard. Quand on regarde sa performance par rapport au DAX, je ne parle même pas des indices américains, on a un CAC qui a été un petit peu à la traîne, un petit peu lourd. Et c'est vrai qu'on est dans une phase de consolidation latérale avec une petite pression baissière quand même qui s'est exercée ces dernières semaines. Et la nouveauté, c'est qu'effectivement, on est peut-être, après avoir légèrement enfoncé le support, sur un petit élan qui pourrait donc ramener le CAC sur le niveau des précédents sommets. Donc, premier élément, où on est dans une consolidation sur le CAC 40 et pour le moment, on n'a pas les éléments qui peuvent nous faire penser qu'on va sortir par le haut de cette consolidation. Maintenant, il y a des signes qui deviennent effectivement positifs. Regardez l'écran, je vais zoomer un petit peu. On a effectivement en bas ce MACD qui est en train de croiser à la hausse. Après qu'il ait baissé, c'est normal, hein, il s'est dégonflé avec un momentum qui est donc passé à une vitesse nettement inférieure, ça s'est traduit sur le MACD et maintenant on retrouve une petite accélération caractérisée donc par ce possible croisement haussier sur le MACD et puis ce gap qui a été ouvert effectivement hier matin suite à la majorité absolue obtenue par le parti d'Emmanuel Macron, donc des opérateurs qui saluent une capacité du nouveau gouvernement à mettre en place les réformes nécessaires. Et donc on a parallèlement des indices américains qui restent extrêmement robustes, un S&P hier qui fait un nouveau sommet historique, on va voir ça ensemble dans une seconde. Donc des indices boursiers, pour conclure, qui sont toujours bien orientés, même si effectivement le CAC 40 est un petit peu à la traîne. Alors dans ce contexte qui reste positif, on va rester nous aussi positifs, puisqu'on va se positionner pour ce sommet à 5439 points. Alors c'est vrai que ce matin, la bougie ou plutôt la bougie de cette séance d'aujourd'hui, elle est un petit peu timide, c'est un doji, donc on ne peut pas exclure un petit repli sur la borne haute du gap haussier. Si on revenait sur les 5300 points, ça serait finalement une bonne opportunité de rentrer encore assez proche du support et de viser donc 5440. Donc dans ce contexte, j'ai sélectionné un turbo call pour le CAC 40 de code TY77B.
Exactement, donc le Turbo Call de code TY77B avec un prix d'exercice et une barrière désactivante à 5175 d'échéance septembre 2017. L'effet de levier est proche des 30 et vous pouviez acheter ce produit ce matin à 1,68 € pièce. On enchaîne, Denis, avec donc, ce qui se passe outre-Atlantique. Oui, effectivement, sur les marchés étrangers aux États-Unis, on a toujours une excellente force de la part de Wall Street qui continue de naviguer de record en record. Encore un dernier hier du Dow Jones et du S&P 500. On a quand même aussi les technologiques qui, compte tenu de leur poids, continuent de faire la pluie et le beau temps. Je vous rappelle ces fameux GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont de loin les 5 plus grosses capitalisations boursières de la place américaine, de loin, voire du monde. Et donc justement, quelques petits exemples. Lundi dernier, c'est Apple qui a semé le trouble et qui a fait baisser donc l'ensemble du compartiment technologique. C'était plutôt vendredi soir en tout cas pour l'annonce et la réaction en bourse européenne lundi matin. Après des craintes donc sur la rapidité de certains composants du nouvel iPhone 8 qui doit être présenté en septembre. Et puis vendredi, c'est Amazon qui a défrayé la chronique, vous l'avez vu, en rachetant une chaîne de magasins physiques. Alors effectivement, la réaction elle était énorme parce qu'on se dit attention, Amazon c'est une nouvelle tentacule qui arrive sur un secteur qui va semer le trouble. Ça fout la trouille en bourse. On a quand même eu Deleuze qui a dérouillé de plus de 10%, donc un Belge, quand même, c'est belge néerlandais avec Ahold qui dévisse de plus de 10% sur une annonce d'Amazon, en fait, qui rachète une enseigne aux États-Unis. On comprend que c'est GAFAM. Maintenant, il va falloir compter avec eux, et c'est ça qui risque de faire la pluie et le beau temps à New York. Mais pour l'instant, ça tient. Merci Denis. Et justement, Laurent, tu as décidé de nous parler du S&P. Oui. Et de son plus haut historique. Donc, Effectivement, donc, le S&P qui fait donc un nouveau sommet historique, et pour reprendre la phrase de Denis, pour le moment, ça tient. Donc on peut y accoler une autre phrase que vous connaissez bien maintenant, c'est la tendance est votre ami. Et je le souligne parce que on a pu voir dernièrement plusieurs commentateurs faisant des recommandations contrariennes, c'est-à-dire de se mettre à la vente en évoquant plusieurs arguments, la cherté des actions américaines, le fait que Donald Trump va avoir du mal à fournir concrètement ses promesses et que donc il y avait quelques interrogations qui naissaient, mais non, il va falloir un catalyseur beaucoup plus fort pour faire baisser ces marchés, car nous sommes en présence d'investisseurs qui ont véritablement jeté leur dévolu sur les equities et par conséquent, à moins d'assister à la formation d'une figure de retournement, on est obligé, j'ai envie de dire, de conserver cette discipline et de rentrer donc à l'achat. C'est ce que nous avons fait sur le S&P, vous le savez maintenant, depuis plusieurs semaines. Nous n'avons fait que des recommandations avec des varants call et nous continuons. Nous aurons peut-être tort un jour, mais pour le moment, nous n'avons pas les arguments qui peuvent raisonnablement nous faire penser que nous sommes en fin de mouvement. Le S&P qui était dans une phase de consolidation latérale pendant quelques jours, qui en est sorti hier par une très belle bougie blanche, gap haussier, autrement dit nouveau sommet historique, confirmation de la tendance, marché qui n'est pas suracheté, autrement dit c'est sûr qu'un jour ça s'arrêtera, mais pour le moment nous n'avons pas les éléments pour pouvoir l'affirmer. Donc dans ce contexte qui reste encore une fois sur les equities des deux côtés de l'Atlantique positif, nous choisissons donc un produit pour accompagner ce courant acheteur, en l'occurrence un varant call de code VX83B. Un varant call de code VX83B avec un prix d'exercice à 2500 $. Une fois encore, d'échéance septembre 2017. Son levier est à 27 et son delta à 31, ce qui en fait un produit adapté. Ce varant cotait 25 centimes ce matin lorsque le S&P, enfin, le futur du S&P ramené aujourd'hui était à 2448 $. On termine ce bilan de la semaine avec donc l'euro, la paire de devises euro-dollar. Oui. Denis. Alors honnêtement, on en parlait avec Laurent, c'est bien parce qu'il faut trouver un troisième point, parce qu'effectivement l'actualité elle est quand même très creuse. Habituellement je vous aurais mis, il y avait un grand rendez-vous la semaine dernière, c'était la Fed, on l'avait attendu, etc. Vous voyez, là je ne l'ai même pas mis. Pourtant on parle de l'euro-dollar, des politiques monétaires, mais ce rendez-vous de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, la semaine dernière a été un réel non-événement, puisqu'on attendait une hausse des taux d'1/4 point, c'était le cas. On a eu aussi des commentaires plutôt
optimiste de la part de Janet Yellen, une économie qui se porte bien, tout comme le marché du travail, et puis cette faiblesse de l'inflation qui finalement ne sera que temporaire. Donc globalement, tout se passe bien, quoi. On est quand même dans une politique globalement de hausse, tranquille, des taux d'intérêt sur le fond d'une économie qui pour le moment ne défaille pas. On attend toujours ce petit pep supplémentaire qui serait donc cette politique offensive de la part de Donald Trump. Ça prend du temps, en tout cas en attendant, c'est pas non plus un gros problème. Donc l'euro-dollar qui évolue au gré des politiques monétaires, mais pas énormément non plus. Quand on regarde sur le plus long terme, c'est moins 0,5% sur un mois. Autant dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Donc euro-dollar, pas grand-chose à dire. Il y a peut-être d'autres paires qui sont peut-être plus intéressantes. D'ailleurs, Laurent a étudié. Oui, exactement. Alors, effectivement. Ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on est sur des niveaux de volatilité historiquement bas sur l'ensemble des devises. Et d'ailleurs, la semaine dernière, la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre se sont également réunies. Et ça a été aussi un non-événement. C'est-à-dire que la Banque du Japon, elle a dit qu'elle allait continuer tranquillement son programme de quantitative easing, pas de nouvelles informations. Et la Banque d'Angleterre, pareil. Donc on est sur une séquence maintenant où les banques centrales sont bien enferrées dans leur scénario et on n'a pas encore une fois, de catalyseurs qui nous montreraient qu'il y a un changement de paradigme qui arrive. Donc on a des monnaies qui sont peu volatiles. Et cette semaine, donc, j'ai choisi de parler de l'euro-yen pour changer un petit peu, parce que c'est vrai que l'euro-dollar, on en parle souvent et qu'il est en ce moment particulièrement statique. Non pas que l'euro-yen soit beaucoup plus dynamique, mais là, pour le coup, il a un petit timing plus intéressant à considérer, parce que vous le voyez, on a eu une belle impulsion haussière au mois d'avril et on est revenu sur un support. Le test de ce support a bien fonctionné puisque vous voyez, cette polarité a effectivement été activée avec cette résistance à 122 yens 50 qui a joué donc le rôle de soutien. Une moyenne mobile à 50 périodes qui vient également en support dynamique soutenir les cours. Et vous le voyez, donc une reprise du courant acheteur à partir de ce niveau. Et par conséquent, on peut considérer qu'on va avoir un euro qui va aller vers la borne haute maintenant de ce trading range à 125,90 et puis peut-être un petit peu plus haut. Alors juste un petit point rapide sur le yen pour ceux qui ne connaissent pas très bien le marché d'échange. C'est une monnaie qui est considérée comme une valeur refuge sur cette classe d'actifs et en général quand nous avons, alors c'est pas une règle inscrite dans le marbre, mais en général quand nous avons les actifs considérés risqués qui performent bien, et c'est le cas, on vient de le voir avec les equities en Europe et aux États-Unis, on a un yen qui est vendu et donc on a un euro qui est fort face au yen. Et donc cette possibilité d'un retour sur cette borne haute de cette zone de consolidation. Et donc un yen qui devrait continuer a priori d'être vendu avec ce retour de l'appétit pour le risque. Alors donc dans ce contexte qui est modérément haussier, on va dire, j'ai choisi donc un Varent Call de code VY03B que nous pouvons acheter donc justement en anticipation de ce retour sur la zone de résistance, voire plus haut, si effectivement l'appétit reste de mise sur les marchés financiers. Merci Laurent. Donc effectivement un Varent Call de code VY03B, donc qui vous permettrait de profiter effectivement de ce renforcement de l'euro face au yen. Le prix de l'exercice est à 128 yens pour 1 euro et le delta est à 40, le levier est à 19 et vous pouviez acheter ce produit 21 centimes pièce ce matin. On en a fini avec le bilan de la semaine. On enchaîne avec notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Quelles ont été les meilleures performances, Denis ? Vous le voyez, Rothschild & Co compagnie, donc 9,6%. Et attention, ce n'est pas un effet Macron du tout, ça n'a rien à voir. C'est la poursuite de la montée en puissance simplement de cette banque d'affaires en bourse qui grimpe maintenant de plus de 25% depuis le début de l'année. La banque qui a annoncé la semaine dernière avoir dégagé un nouveau record d'activité de conseil financier pour l'exercice clos à fin mars. Ça a été salué en bourse et quasiment du 5% par jour depuis 3 jours, 15% quasiment. Ça continue encore aujourd'hui, ça continue encore hier. JC2Co plus 5%, là aussi c'est à l'histoire d'un rebond. Et puis une société donc, qui a profité de la signature de 2 contrats à l'aéroport de Panama et de Canton. Et puis EDF, là aussi, qui reprend un petit peu de hauteur. C'est vrai qu'en fait, c'est un dossier qui a été malmené durant de nombreux mois avec le manque de visibilité qu'il y avait autour de la reprise d'une partie d'Areva, des réacteurs nucléaires. Merci Denis. On enchaîne tout de suite avec donc,
les moins bons performeurs de Oui, cette semaine. on appelle ça des gadins et ça commence par Les ST gadins. Microelectronics, moins 11%. Eh ben, là, c'est un effet collatéral d'Apple, on en parlait tout à l'heure. ST Micro, en fait, on sait qu'il y a un gros contrat qui va arriver au second semestre. On ne sait pas avec qui encore exactement. Alors, beaucoup de paris en bourse, hein. Tout le monde se dit ça va être avec Apple, puisque Apple doit sortir son nouvel iPhone 8 donc, en septembre, à la rentrée. Alors, on se dit que dès qu'il y a une mauvaise nouvelle sur Apple, là aussi, ça pourrait donc, c'est ST Micro qui pourrait en pâtir. Donc voilà, en fait, c'est effet collatéral en tout cas de la chute d'Apple la semaine dernière, moins 11% pour ST Microelectronics. Eramet, là c'est la poursuite de l'effet négatif des prix des matières premières qui donne toujours prétexte en tout cas des prises de bénéfices. Eramet, je vous rappelle, c'est l'une des valeurs qui avait le plus progressé l'année dernière en bourse. Et puis Casino Carrefour, là aussi, effet direct de la part d'Amazon cette fois. On parlait tout à l'heure du Belge Deleuze qui avait dévissé de plus de 10%. C'est déjà pas mal aussi pour Casino et Carrefour, moins 5,2% pour le premier, moins 2,5% pour le second. Le loup est dans la bergerie, ou plutôt dans les magasins, et en bourse, ça fout la trouille. Merci Denis. Laurent a décidé de nous parler de ST Microelectronics et de nous faire l'analyse du titre. Effectivement, alors c'est ST Microelectronics qui a retenu mon attention cette semaine. Alors c'est vrai que le titre a bien dévissé, mais regardez l'écran, techniquement il ne s'est rien passé, puisque vous le voyez, le niveau de support majeur qui avait été identifié, attendez je vais zoomer un petit peu pour vous permettre de bien voir le chart. Voilà, donc vous voyez ce niveau de support majeur à 13,34 € qui était important et qui à chaque fois a déclenché des opérations de la part du marché. Vous le voyez ici à plusieurs reprises, et bien une fois de plus, il y a eu ce soutien de la communauté financière qui est venu donc acheter, payer le titre, et donc ST Microelectronics qui n'a rien cassé et qui reste finalement coincé dans cet intervalle que vous voyez ici. Alors attendez, il faut juste que je zoome un petit peu, voilà, pour vous permettre de voir cette zone de support à 13,34 et puis cette zone de résistance entre 15,60 et 16,05. On a un rebond qui pour le moment est confirmé, même s'il n'est pas très rapide. Et donc là, ce n'est pas tant une dynamique haussière que nous remarquons, mais plutôt un trading range avec donc un support qui a fonctionné et un titre par conséquent qui devrait maintenant se diriger vers le haut du range. Donc on va acheter un Varan call justement pour là encore accompagner ce rebond qui devrait a priori dans les prochains jours mener le titre vers cette zone autour donc des 16 €. Alors une toute petite aparté pour vous dire que si effectivement on arrive sur cette zone de résistance et que la pression vendeuse n'est pas très forte, qu'il serait peut-être donc opportun de conserver ce Varan, parce que là pour le coup, si la zone de résistance est dépassée, eh bien il pourrait y avoir un potentiel haussier beaucoup plus important. Et donc si vous rentrez aussi bien que sur les cours actuels, ça sera effectivement une belle opération que de conserver sur la résistance si effectivement il y a franchissement. Si au contraire vous voyez que la pression vendeuse est importante, que par ailleurs d'un autre côté on a sur les marchés actions également un petit peu de volatilité qui revient, alors il faudra juste rester dans cette dynamique de trading range et vendre la résistance. Voilà, donc dans ce contexte qui, on va dire, est neutre, sur ST Micro, eh bien nous avons choisi un Varan call de code RA96B. Le Varan call de code RA96B, de prix d'exercice 16 €, d'échéance septembre avec un delta à 29 et un levier à 8 qui lui conférait un prix d'achat ce matin à 51 centimes prix unitaire. C'en est fini des tops et des flops. On enchaîne avec la prochaine rubrique, c'est la rubrique Focus. Cette semaine, Denis a décidé de nous faire un focus sur donc, ce salon du Bourget, le salon de l'aérospatiale. Ben oui, effectivement, hein, c'est l'actualité, donc autant en parler. Ce salon du Bourget qui est d'ores et déjà ouvert à la presse depuis hier. Je vous rappelle que c'est tous les 2 ans et qui sera ouvert au public donc de vendredi à dimanche. Je vous le conseille en tout cas si vous n'êtes jamais allé parce que c'est quand même assez impressionnant. Je l'ai fait donc moi, j'ai passé un très bon moment. Alors c'est un salon en plus qui intervient cette année à un moment peut-être clé pour le secteur puisqu'en bourse il y a pas mal d'acteurs qui sont sur des plus hauts historiques. On parlera tout à l'heure d'Airbus, de Safran par exemple. Mais
aussi, on s'inquiète un petit peu d'un éventuel retournement de cycle. Donc attention, l'idée de ce focus, c'est donc de passer tous ces acteurs un petit peu en revue et notamment par thématique. On commence ? On commence. Avionneurs, les deux gros calibres en tout cas en bourse, Airbus et les frères ennemis, on va dire même quasiment, donc l'européen Airbus et l'américain Boeing, pour qui l'objectif est de continuer à assurer la prise de commandes, qui sont actuellement moins nombreuses, et puis en même temps les livraisons en temps et en heure. Alors pour l'instant, ce n'est pas un marché qui s'essouffle, on ne peut pas dire ça, mais il faut quand même trouver des clients pour assurer donc une croissance sans trop d'à-coups. C'est un petit peu tout l'objet, en tout cas, objectif en tout cas de ces avionneurs. Attention aussi à des coûts qui dérapent. On connaît par exemple les problèmes qu'a connu l'A350, par exemple d'Airbus, mais pour l'instant la bourse ne n'en tient pas trop rigueur. Donc c'est pour d'ailleurs globalement un métier structurellement porteur qui doit donc gérer les à-coups de croissance. Autre avantage aussi, c'est qu'il s'agit en tout cas de vraies valeurs dollars. Donc quand le dollar, des pures valeurs dollars, qui profitent donc de la hausse du dollar et de la baisse de l'euro. Voilà en tout cas pour les avionneurs. Ensuite, les motoristes, en particulier donc le français Safran, qui est aux côtés donc de l'américain General Electric. Il était associé dans le cadre d'une co-entreprise qui s'appelle CFM International et qui livre par exemple les moteurs pour l'A320 et le B737. A pour Airbus, B pour Boeing. Alors pour ces acteurs-là, tout se joue en fait par exemple sur un changement de génération de moteurs. Donc actuellement, ils ont gagné beaucoup d'argent avec le CFM 56. Maintenant, on a ce qu'on appelle le LEAP. Et puisque les nouvelles séries, elles pèsent en tout cas sur les marges au départ, elles sont même négatives au début. Justement, tout le jeu pour ces motoristes, c'est de savoir surfer sur ces changements de génération de marge. Et pour atténuer les effets de marge, on développe les services. C'est ce qu'ils font en tout cas actuellement. Équipementier, là on parlera beaucoup de Zodiac, avec effectivement les nombreux épisodes en tout cas de Zodiac, qui est actuellement d'ailleurs en voie d'être racheté par Safran, le motoriste. Et c'est là aussi où on trouve des plus petites sociétés comme Lizzie, Figeac Aero, Lateco Air, et qui d'ailleurs sont bien souvent tout proches d'Airbus, dans la banlieue de Toulouse. Alors là aussi de la même manière, c'est un phénomène d'accompagnement pour les équipementiers. Elles accompagnent en tout cas les montées en cadence des avionneurs. Voilà pourquoi on trouve par exemple des sociétés comme Lizzie qui elle aussi est au plus haut historique. Mais attention donc, ce qu'il faudra suivre en tout cas pour ces équipementiers, c'est justement l'évolution des cadences de production des avionneurs. C'est ça qui va faire en tout cas les commandes des prochaines années. Et puis la défense enfin, avec un secteur militaire qui retrouve du charme auprès des investisseurs, des dépenses qui vont augmenter de 2% en moyenne dans le monde entre 2016 et 2019. C'était moins 1% au contraire entre 2012 et 2015. Elles vont même grimper de 3% en Europe et de 5% en Asie, Pacifique et Moyen-Orient. Autant dire qu'il y a un nouveau boulevard qui s'est ouvert pour la défense et le militaire. C'est pour ça qu'on a par exemple un Thales qui est au plus haut historique. Thales qui a par exemple doublé son carnet de commandes à 6 milliards d'euros en 5 ans dans les pays émergents. C'est énorme. Et puis Dassault Aviation, enfin pour terminer, le succès enfin après tant d'années d'attente. 74 appareils, je vous rappelle, qui ont été des Rafales, qui ont été signés avec l'Inde, l'Égypte et le Qatar. Voilà, j'ai essayé de ne pas être trop long, je pourrais y passer 2 heures à vous raconter un petit peu tous ces métiers. Ce qui est important en tout cas de montrer, c'est que c'est un secteur qui va bien, qui est peut-être en train de s'essouffler un tout petit peu, mais qui n'est pas malade, c'est pas une vraie cyclique comme un ArcelorMittal par exemple, et voilà pourquoi en fait, même dans un marché qui peut-être est en train de s'essouffler, on retrouve ces actions à leur plus haut historique. Merci Denis. Donc Airbus se porte bien également comme l'a mentionné Denis. Est-ce que Airbus va s'essouffler ou est-ce que Airbus va continuer à grimper, si je peux dire? C'est une question difficile, Mathieu. En tout cas, nous n'avons pas de signe immédiat d'essoufflement. Alors, plusieurs éléments qu'il faut retenir sur Airbus. Sommet historique qui a donc été inscrit hier, donc un titre qui est extrêmement fort. Le plus intéressant, à noter que Airbus fait partie donc du secteur de l'industrie qui est très bien positionné, avec une très belle performance, à la fois absolue et relative. Alors qu'est-ce que ça veut dire une bonne performance relative? Eh bien, quand on compare la performance du secteur face à l'ensemble du marché, on est sur des plus hauts et donc un secteur industriel qui est particulièrement fort. Et dans ce secteur particulièrement fort, Airbus
Airbus qui l'est également. Donc on choisit en fin de compte la crème de la crème, un champion. Alors ce champion, il a fait une pause ces derniers jours, vous le voyez à l'écran, avec la formation de ce triangle symétrique qui est une figure de continuation haussière lorsqu'elle s'insère dans un trend donc positif. Et donc on a eu, après une belle impulsion haussière, un moment de pause de la part des investisseurs. Et cette pause, eh bien, elle s'est terminée hier. Comment? Avec cette sortie justement de ce triangle symétrique. Alors je vais zoomer. Vous voyez donc cette consolidation où on a eu en fait une compression des prix et puis finalement un gap haussier et une échappée, autrement dit une reprise du momentum haussier et donc une reprise du contrôle des échanges par les acheteurs. C'est évidemment positif, d'autant plus que vous le voyez, on a des moyennes mobiles qui sont bien alignées et qui sont haussières. La plus rapide, la 50, a servi de support dynamique. Et puis par ailleurs, je le mets en bas, on a un MACD qui a baissé mécaniquement avec donc cette consolidation latérale et maintenant on a un signal haussier donné par le MACD. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'on reprend de la vitesse qu'on a vu également avec cette ouverture en gap haussier. Donc sur Airbus, on a beaucoup d'éléments qui nous font penser, Mathieu, que le titre n'est pas fatigué et qu'on devrait avoir dans les prochaines semaines une continuation. Alors vous savez, le rythme, c'est toujours très difficile à définir par avance, mais en général, quand on a une consolidation latérale et qu'on a une sortie par un gap, on devrait avoir dans les prochains jours, les prochaines semaines en tout cas, un beau momentum haussier qui revient sur le titre, raison pour laquelle j'ai choisi un Varan Call de code TP29B. Ce Varan Call de code TP29B, donc, il va vous permettre d'accompagner cet éventuel momentum haussier, comme vient de le dire Laurent, à un prix d'exercice de 80 € et est lui aussi d'échéance septembre 2017 avec un delta à 39 et un levier à 13. Vous pouviez acheter ce Varan à 1,13 € ce matin lorsque le titre cotait 77 €. J'en profite pour vous rappeler que ces produits sont à risque, donc vous risquez de perdre le capital investi et qu'il est donc important de se former avant d'investir sur ces produits. Nous mettons à votre disposition sur notre site du matériel pédagogique, des vidéos et des brochures afin que vous puissiez mieux les comprendre. Nous arrivons à la dernière rubrique de notre émission, c'est la rubrique à ne pas manquer. Denis, que faudra-t-il suivre cette semaine? Ne pas manquer grand-chose, malheureusement, parce qu'à part ces chiffres de l'immobilier, comme vous le voyez aux États-Unis, vente de logements anciens, vente de logements neufs, prix des maisons FAHFA, je vais y arriver, on n'aura guère que les indicateurs avancés du Conference Board un peu plus tard dans la semaine. Donc pas grand-chose à se mettre sous la dent. Zone euro, c'est un peu pareil. Les PMI flash du mois de juin, on les regarde quand même, parce que ce sont les premiers, ce sont les flashs, donc ils vont donner une indication sur la santé, en tout cas sur l'activité, la bonne tenue de l'activité ou non dans la zone euro. Et côté entreprise, vous voyez, ça se compte aussi quasiment sur les doigts d'une main. FedEx, Accenture en tout cas pour des résultats aux États-Unis. Des AG, Esso, Orpea, Corian, c'est pas super enthousiasmant non plus. C'est pas ça qui va faire bouger le CAC 40 en tout cas. Et puis là, on en parlait à l'instant. Donc en France, le salon aéronautique du Bourget, qui a lieu ce week-end. C'est fini pour aujourd'hui, malheureusement, mais ne vous inquiétez pas, donc vous retrouverez Falco la semaine prochaine pour l'émission 100% marché. C'est lui qui présentera également ce jeudi le webinaire Revue technique des marchés avec Laurent, qui se fera un plaisir d'analyser les titres que vous nous avez envoyés cette semaine. Je vous souhaite donc à tous une excellente journée, un très bon appétit et n'oubliez pas de vous hydrater en cette période de chaleur. Merci Laurent, merci Denis. Merci, à bientôt. Au revoir.